Et bienvenue à la série des webinaires Boost CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Le conférencier d'aujourd'hui est Nene Kwasi Kafele. Il va présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs pour les participants. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Floor en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de votre écran. La présentation n'est pas disponible en français, mais je vais vous envoyer la présentation d'ici à 2 semaines. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages et Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que Néné ne va pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsque nous faisons les questions et réponses. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité des participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité des personnes. Et maintenant, je vais passer la parole à Néné. Bonjour à tous, je m'appelle Néné Kwasi Kafele et je vais présenter le webinaire aujourd'hui sur le racisme anti-noir, anti-oppression, la transformation responsable. Tout d'abord, je voudrais, pour honorer le territoire sur lequel nous nous trouvons, les territoires non cédés du Canada à travers du Canada. Nous reconnaissons la lutte de nos frères et nos sœurs contre la colonisation et le racisme et nous voudrions travailler avec la solidarité et le respect avec les peuples euh, autochtones du Canada. Et maintenant, je voudrais prendre un moment de silence pour honorer les 215 enfants de Kamloops et retrouvés enterrés dans une fosse commune à Kamloops. Merci. Je voudrais reconnaître que nous nous trouvons ici en faisant ce travail avec l'engagement au changement, à la transformation parce que les autres ont établi le parcours avant nous. Plusieurs personnes ont lutté contre l'oppression, le racisme, le sexisme, l'exploitation économique, la violence contre le genre, etc. En exposant tout cela, ils ont établi le terrain pour qu'on puisse continuer de transformer notre société pour avoir un endroit d'inclusion, respect et solidarité, justice et équité pour tous nos citoyens et résidents. Nous reconnaissons leur lutte, leur sacrifice et leur contribution et nous reconnaissons leur résilience, militance et nous sommes encouragés par leur histoire pour travailler pour le bien de tout le monde. Maintenant, je voudrais dire, comme vous savez, ce travail est un défi continu pour ceux d'entre nous qui aiment la justice. Les systèmes d'exclusion, discrimination et l'oppression ont évolué durant plusieurs années. Mais cela a été établi dans nos sociétés
pendant les décennies. Alors, c'est pas étonnant que ce travail est un travail qui va prendre beaucoup de temps pour démanteler plusieurs systèmes et structures qui continuent de donner la discrimination que nous voyons. Alors, je voudrais vous encourager quand on travaille ensemble. Tout d'abord, je voudrais reconnaître ce moment dans lequel nous nous trouvons. Les derniers 12 mois étaient un moment de beaucoup de un moment dévastateur et un moment défiant. Et il faut être encouragé, il faut avoir de la puissance et c'est grâce aux plusieurs moments pour déclencher la- l'activisme, le militant social, pour parler de la race, le revenu, l- la santé mentale, le genre. Et nous sommes toujours dans la crise de la COVID-19 et nous avons vu une augmentation de tout ce qui est arrivé avec la crise de la meurtre de George Floyd et le racisme à l'égard des personnes d'origine asiatique. Tout cela a été lié avec ces derniers mois et puis la pauvreté qui a accompagné plusieurs personnes et communautés défavorables, racisées, qui ont été affectées par la COVID-19 et les impacts de santé mentale, la perte, la peur, l'incertitude, le isolement, les suicides et tout cela, nous avons vu. Ces moments nous ont marqués pour toujours. Mais le défi, c'est ce qu'on va faire pour mobiliser les communautés, pour construire de manière collective en cherchant la justice sociale et comment nous montrons notre humanité ensemble les uns aux autres. Alors, pourquoi se concentrer sur l'antiracisme et l'anti-oppression en ce moment? Les agences de protection et de défense de l'enfant et de la jeunesse sont généralement des espaces dirigés et contrôlés par les Blancs, même si nous avons les communautés tellement diversifiées. Alors, il y a les structures traditionnelles qui doivent répondre à ce contexte, comment est l'évolution de notre société. C'est pas étonnant comme plusieurs de ces institutions étaient fondées sur des bases eurocentriques et quelques idéologies, comment une groupe était le point de référence pour tout le reste et comment nous essayons de comprendre cela et ce que cela veut dire pour que les autres puissent recevoir les services et les soutiens. Et ces préjugés présents dans les agences de services aux enfants et aux jeunes dans plusieurs manières, dans le racisme, l'oppression, euh, le racisme religieux, etc., etc. Les impératifs sociaux et démographiques exigent que un changement urgent, social responsable et des stratégies dans les pratiques des agences pour prendre une action, pour changer des choses que peut-être se trouvent dans votre agence qui travaille sur les points forts dans lesquels vous êtes partie de la communauté pour faire de la justice aux besoins des jeunes
Il ne suffit pas de parler de diversité et d'équité dans notre travail sans nommer aborder spécifiquement le racisme, en particulier le racisme anti-noir et anti-autochtone. Pourquoi? Parce que les communautés afro-canadiennes et autochtones sont les communautés les plus vulnérables dans tous les domaines, tous les indicateurs sociaux au Canada. La toxicomanie, les problèmes de santé mentale, l'impressionnement, dans tous les différents domaines, ces deux communautés sont surtout vulnérables. Ce sont les points de départ pour nous. Il faut comprendre, il faut qu'on commence avec les choses plus ou les communautés plus vulnérables pour qu'un changement significatif de l'agence se produise. Il doit impliquer que chacun d'entre nous, les alliés et tout notre travail de lutte contre le racisme et le DIE, diversité, équité et inclusion. Il faut travailler ensemble pour profiter des privilèges en travaillant avec ceux qui n'ont pas les mêmes accès aux privilèges. Et comme ça, vous pouvez euh, établir un terrain en commun pour avoir un changement qui est quelque chose qui va continuer. Les agences ne peuvent pas servir efficacement les enfants, les jeunes et les familles s'ils ne engagent pas profondément dans le racisme et l'oppression structurelle qui ont été marquées toute leur vie. Et c'est comment nous allons aborder quelques forces qui amènent les enfants et les jeunes à à un point de marginalisation. Nous pouvons que être les leaders euh, si on engage avec une lentille et un engagement pour confronter euh, et pour traiter les pratiques socio-oppressives. Nous avons les citoyens et les résidents de ce pays qui viennent des familles qui payent les impôts. Ils nous bénéficient de. Alors, ils méritent la qualité d'appui qui montre ce type d'engagement social. Et finalement, enfin, il s'agit d'un travail difficile et de longue durée qui peut être rempli de défis et de déceptions. Nous ferons tous des erreurs. La façon, la façon dont nous nous remettons de ces erreurs sera un marqueur important de notre succès. Il y aura les choses qui sont pas pareilles partout. Il y aura des frustrations. Mais quand nous avons des expériences similaires, le parcours va être plus facile parce qu'on peut prendre les uns des autres, on peut soutenir les uns aux autres, nous pouvons encourager et favoriser les autres pour affecter plus de personnes. Comme j'ai déjà mentionné, la COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les personnes racisées et de faibles revenus à travers du Canada. Plusieurs de ces communautés habitent dans, par exemple, le logement social où il y a beaucoup de propagation euh, du virus. Plusieurs d'entre eux travaillent dans les industries du service. Ils ont des travaux de faibles revenus. Alors, plusieurs d'entre eux ont les maladies existantes chroniques qui le rendent plus vulnérable et plusieurs personnes racisées n'ont pas accès à la bonne nutrition. Alors, ils peuvent
souffrir, ils peuvent être affectés et souffrir les maladies plus facilement. Alors, il y a plusieurs facteurs qui montrent les inéquités dans notre société. Et le moment de George Floyd a résulté avec plus de sensibilisation pour aborder le racisme anti-noir au niveau mondial parce que il y a beaucoup de mobilisation organisationnelle. Les gens sont en train de comprendre l'esclavage et ce que ça veut dire à l'égard des personnes d'origine noire et tout type d'initiative pour identifier le racisme anti-noir. euh, les différents facteurs, les enfants et plusieurs mouvements font la mobilisation. J'ai déjà mentionné le racisme à l'égard des personnes d'origine asiatique. C'est troublant. C'est vraiment une relation difficile que nous avons avec la communauté asiatique. Il y a beaucoup de violence et racisme auquel ils font face et cela exige notre attention, notre solidarité, notre vigilance pour faire face et pour lutter contre cette haine et racisme. Alors, les crises euh, qui continuent, euh, la, la semaine dernière, quand les restes humains de 215 enfants étaient trouvés dans un pensionnat, et puis cela affecte notre possibilité pour répondre de manière respectueuse pour reconnaître les peuples autochtones. Et c'est quelque chose qu'on aborde tout le temps maintenant. Et il faut aborder cette réalité dévastateur. La communauté LGBTQ+, et ils ont leur célébration ce mois. Et c'est une célébration de toutes les forces pour pour aborder les différentes inégalités, crimes de haine et pour confronter les meurtres des personnes racisées, trans et même s'il y avait beaucoup de progrès, cette communauté est aussi très vulnérable. Il a besoin de notre soutien. La pauvreté et puis l'inégalité des revenus est quelque chose qui a augmenté. Et nous voyons cela avec toutes les forces. Il y a plus d'itinérance, plus de chômage. En ce moment, c'est quelque chose qu'on voit chaque fois plus dans les sociétés racisées et entre les femmes. Tout cela signifie une vulnérabilité de la santé mentale des enfants et des jeunes. Et votre travail doit comprendre que les implications de tout cela, quand vous travaillez avec les jeunes et les enfants, qu'est-ce que tout cela veut dire au niveau de stress traumatique et de traumatisme et le sens d'espoir des jeunes, le sens de soi-même, le sens des possibilités, etc. Quels sont les, les soutiens que vous pouvez fournir comme une partie importante de votre travail pour centrer sur les réalités du traumatisme et l'effet du traumatisme sur leur vie? Plusieurs jeunes, ils souffrent des différents traumatismes vicarieux qu'ils voient sur la télé ou sur les gens qui ont la même apparence qu'eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe à eux? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, ce sont quelques facteurs.
Alors maintenant, je voudrais conclure cette partie de la présentation. Même si nous avons les défis, nous pouvons reconnaître beaucoup de résilience, les forces des différentes communautés. Nous avons un moment, une opportunité pour assurer que nous tirer profit des connexions que nous avons avec les différentes communautés. Et quand nous n'avons pas ces connexions, il faut prendre les démarches audaces pour essayer de atteindre plus de personnes pour nous regardant à nous-mêmes pour être plus efficace pour servir les jeunes et les enfants dans les différentes communautés. Alors, maintenant, je vais parler de la discrimination, la dimension de la discrimination, le personnel, vos valeurs, votre histoire, votre perspective, vos atouts, votre personnalité, votre point fort au niveau des différences raciales, au niveau de l'orientation sexuelle, religion, les différences dans toutes les manières qui montrent que les gens ne sont pas pareils. Et comment vous comprenez tout cela dans le contexte de votre travail comme professionnel? Et qu'est-ce qu'il faut questionner? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des écarts qu'il faut combler? Et au niveau de votre compréhension ou pour défier vos propres préjugés? Comment vous pouvez amener votre talent pour assurer que l'espace où vous vous trouvez est un espace plus sécuritaire? Nous allons aborder ce thème dans quelques minutes, mais pour entamer, pour avoir les discussions difficiles, pour faire la prise de décision dans les situations difficiles, dans un lieu plus inclusif, aborder les thèmes comme la toxicité, la microagression qui peut exister dans votre endroit de travail pour montrer le leadership, engagement au changement, en montrant que vous êtes amable et quelles sont les politiques et les approches au niveau institutionnel et quelles sont les pratiques, quelle est la formation, etc., qui il faut identifier par la planification, la prestation de services qui aborde les obstacles des disparités que nous avons identifiées. Est-ce que votre institution a la structure pour faire ces choses au niveau de financement, durabilité, les formalités, les mesures, etc. Et au niveau de la structure, comment, v- quels sont les points de défense que vous faites? Pourquoi vous ne parlez pas des certains enjeux? Comment construire une solidarité avec les autres qui partagent un programme similaire dans la communauté? Comment vous pouvez parler la vérité avec vos collègues? Comment vous identifiez les contradictions de la politique publique qui exclut, qui marginalise les parties de notre communauté, surtout au niveau des jeunes et des adolescents? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous travaillez ensemble? Et tout cela a besoin de changement et quelques intentions de changement. Alors, quelques principes clés du changement. Tout d'abord, c'est l'engagement identifié, confronter, démanteler les pratiques oppressives qui ont un impact sur les enfants et les jeunes. Pourquoi plusieurs enfants autochtones sont tellement vulnérables? Le trafic du sexe, la toxicomanie, la violence, l'abus. Qu'est-ce que vous pouvez faire en partenariat avec les leaders autochtones, avec la communauté autochtone?
Quel est votre rôle? Comment vous pouvez tirer profit de votre privilège ou de votre agence pour être pour être un principe de changement? Est-ce que vous avez des pratiques autochtones dans votre travail? Est-ce que vous avez une politique ou une série de principes comment vous désirez travailler avec les personnes autochtones? Ça, c'est un exemple. L'oppression, le racisme structurel et l'oppression restent profondément ancrés dans le tissu social, économique et politique du Canada. Des approches et des stratégies vigoureuse, novatrice et collaborative. Cela est fondé dans les idéologies qui est établie sur la suprématie blanche et européenne et cela affecte notre politique, ça affecte nos structures. Alors il faut identifier ces choses avant de faire des progrès. Le Canada opère depuis longtemps que le racisme n'est pas tellement significant comme il est aux États-Unis et pourtant il ne faut pas être alarmé ou engagé au défier et le changer au niveau structurel. Mais regardez les données probantes, les statistiques. Vous aurez honte justement pour ce que vous voyez. Le fait de ne pas aborder les politiques racistes et oppressives des services sociaux dans les agences pour les enfants et les jeunes constitue en soi un problème parce que il faut faire des actions euh, pour travailler sur les obstacles euh, qui existent. Il faut défier ces choses, ces éléments pour faire les changements. Nous apprécions les forces, les atouts, les expériences vécues et l'expertise que nous apportons tous et nous en tirerons parti dans notre travail. Pour avoir plus d'impact, il n'y a pas juste un individu ni une agence qui peuvent changer tout. Nos agences doivent être des modèles et des chefs de file dans les domaines que nous exigeons du système. Les communautés, les gens qui sont affectés par les inéquités, par l'inégalité, doivent être les architectes de changement. Vous ne pouvez pas vous engager d'être contre le racisme si les gens affectés n'ont pas une voix avec les changements que vous proposez faire. C'est plus qu'un comité consultatif avec un groupe, c'est comment nous pouvons assurer que la planification, la prise de décision sont significatives pour que les gens puissent participer comme les membres du conseil d'administration, comme le personnel, comme l'exécutif. Alors, il faut avoir une approche qui honore les différents euh, pardon, c'est-à-dire, nous serons tenus responsables de notre travail au sein de anti-oppression, anti-racisme. Il faut avoir la transparence, la communication, partage d'informations, un processus de partage d'informations. Il faut être ouvert à recevoir les critiques, les évaluations. Il faut répondre à ces facteurs quand ils arrivent. On ne peut pas faire rien de cela, rien de cela.
si on regarde pas euh, l- ce que Peter Drucker a dit, que la culture mange la stratégie pour le déjeuner. Il faut être ouvert aux changements parce que sinon les changements vont pas se produire. Alors nous avons tout un ensemble de facteurs, des idéologies, des valeurs non exprimées, les endroits où il y a un pouvoir réel et influence, les symboles, les comportements, les récits. Nous savons que la culture de l'organisation n'a pas toute une série de règles. La culture de l'organisation, c'est comment les choses se déroulent comme normal, comme approprié, comme acceptable dans un espace en particulier et comment ces choses sont renforcées par le leadership. Si personne ne parle de leadership, quand nous avons toutes les choses qui se passent dans la communauté, l'exclusion de cela, ça c'est la culture d'un espace. Mais si vous avez une relation active et les partenariats avec les communautés diverses pour faire accroître vos programmes, pour améliorer la qualité de la prestation de service. Si ces choses arrivent de manière consistante et de manière active et vous engagez avec les communautés, ça c'est votre culture. Alors la culture est importante et comme les dirigeants, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que notre approche soit plus inclusive pour implémenter les changements pour que les changements soient durables. Et ça, c'est la tâche de leadership. Les gens sont fidèles à la culture, pas à la stratégie. Alors, qu'est-ce qui vous fait être inclus dans cet espace pour y rester? Quelle est la culture de votre espace? Voici quelques défis et quelques défis et quelques opportunités. Par exemple, un exemple, non, mauvais leadership dans l'agence, pas de plan concret lié à l'antiracisme, anti-oppression, pratiques d'embauche qui ne sont pas exemptes de préjugés ou informées par une lentille contre le racisme, relations inégales avec les PANDC, les personnes autochtones noires et de couleur et des autres communautés locales. Il faut la justice sociale et des données qui ont un impact sur les enfants et les jeunes PANDC. Et les pratiques et les programmes de l'agence ne sont pas centrés sur les compétences. Euh, alors, il faut, il faut avoir le personnel qualifié parce que si i- ils doivent être capables pour travailler dans ces communautés. Les personnels qui ne connaissent pas leur rôle comme personnel et les problèmes du personnel, les microagressions, etc. Alors, vous voulez changer les choses, pas juste parce que vous avez des morales assez hautes, mais parce que c'est correct. C'est c'est quelque chose qui est en ligne avec votre responsabilité sociale, fiduciaire, comme les dirigeants de l'organisation. Mais il y a souvent de la peur du changement et c'est exprimé par les comportements des personnes. Le reste changement est considéré comme plus grand que le reste ne pas bouger. Les gens pensent qu'ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour changer.
Les gens ont un scepticisme. Ils veulent être sûrs que les nouvelles et nouvelles idées sont valables. Les gens ont peur des intentions, qu'il y a les intentions cachées des réformateurs potentiels. Ah, est-ce qu'ils vont embaucher plusieurs autres personnes pas qualifiées juste à cause de leur apparence? Les gens ont le sentiment que le changement proposé menace l'idée qu'ils se font de eux-mêmes. Est-ce que cela veut dire que je ne fais pas un bon travail, que je suis déficiente? Comment je peux comprendre mon rôle dans tout le processus? Les gens croient sincèrement que le changement proposé est une mauvaise idée, puis il y a de l'arrogance et l'ignorance. Ils, ils pensent parfois ils ne doivent pas changer. Et voici des exemples de racisme au lieu de travail, les blagues racistes, homophobes, l'employeur niant l'existence des problèmes existants, peu de membres de personnel PANDC. euh, mm, dans les rôles de direction, peu de possibilités de mentorat, euh, manque de mobilité ascendant, micro-gestion, les préjugés, harcèlement, les autres microagressions raciales, tout ceci peut parler d'une culture d'exclusion. Et si nous allons changer, il faut changer ce qu'on sait, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait. Ce que nous connaissons au niveau de notre compréhension du passé et comment nous faisons l'interprétation des données sur euh, les inégalités, comment faire les changements sur les pratiques ou les programmes, nos relations, un espace sécuritaire et comment nous faisons la mise en œuvre de ces éléments d'une manière significative, mesurée et appropriée. Alors, il faut avoir les espaces plus sécuritaires. Il n'y a pas d'un espace qui est tout à fait sécuritaire, mais nous pouvons engager pour faire nos espaces un peu plus sécuritaires. Il faut identifier les problèmes critiques et émergents en relation avec les bien-être des enfants et des jeunes de la communauté PANDC leur bien-être. Il faut avoir une perspective personnelle et vos atouts, vos points forts. Il faut prendre un leadership que vous avez au niveau de l'homophobie, du racisme, de la transphobie, du sectarisme religieux, etc. Et toutes les implications pour les enfants et les jeunes pour parler avec le personnel ensemble et au niveau individuel, ce sont les manières comment aller de l'avant. Et Il, il faut connaître à vous-même. Il y a, il faut qu'on soit conscient de nous-mêmes en attendant la même chose de votre équipe. Il faut écouter activement et respecter vos collègues. Et comment vous pouvez soutenir la confidentialité, le respect, l'empathie et la gentillesse. Il faut écouter activement et respecter vos collègues. Il faut partager le leadership. N'attendez pas que les personnes racisées ou appartenant à un groupe racialisé, ce sont toujours les personnes qui travaillent sur une question.
Encouragez l'apprentissage et la curiosité. Faites participer votre équipe à la prise de décision. Soyez ouverte aux commentaires et soutenir. Il faut soutenir votre équipe. Je voudrais parler sur la collecte de données. Oui, il y a toute une expression qui était dit, la discrimination n'est pas nécessairement liée à ce que vous faites, elle est souvent liée à ce que vous ne faites pas. Et le fait que nous n'ayons pas collecté ces données semble négligent parce que c'est un manque d'engagement sur ce qu'il faut savoir sur les inégalités. C'est les données sur la race sont particulièrement importantes au Canada pour déboulonner le mythe persistant selon lequel le racisme n'est pas un problème au pays. Parce que plusieurs personnes disent, il y avait des sondages qui montrent non, que le racisme est un problème mineur. Mais le même sondage semblait révéler les préjugés racistes profondément ancrés des Canadiens, constatant que près de la moitié des répondants étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'affirmation suivante, bien que j'ai parfois des pensées racistes et j'en parlais pas en public. Alors, on ne regarde pas la race. Parce qu'on voit les êtres humains, nous voudrions aider ces jeunes et ces enfants, peu importe leur race. Mais cela n'a pas de sens parce que c'est à cause de leur race que nous savons, d'après toutes les données provantes, qu'il arrive aux causes de racisme structurel. Et nous avons des chiffres dévastateurs. Il faut comprendre les données. Il faut avoir une collecte de données fondée sur la race, parce que ça va être difficile d'aborder des problèmes importants. Et pourquoi il faut faire? Il y a les politiques de collecte de données qui peuvent en fait nous empêcher de parler de cela. Et ça peut paraître quelque chose qui n'est pas dangereuse. Peut-être vous n'avez jamais eu une conversation avec une agence fondée ou une agence qui aborde les problèmes des personnes autochtones, noires et de couleur, même s'il y a les personnes autour de vous qui ont des problèmes sérieux, les choses qui peuvent paraître inoffensives, mais cela parle des différentes discriminations. Et puis, il y a une militance, un lobbying tout le temps par la communauté parce que nous savons que ces enjeux existent. Mais les données ou des études de recherche démontrant la discrimination ou les barrières systémiques, s'il y a les données probantes euh, dans une juridiction, cela va affecter une autre juridiction s'il faut faire une enquête plus approfondie. Comment ces jeunes et enfants peuvent faire face à tout cela. Alors, quelques points de données clés pour votre agence, l'accueil, l'évaluation. Est-ce que votre personnel est formé pour poser des questions dans lesquelles ils ne se sont pas tout à fait à l'aise? Alors, euh, il faut parler des preuves émergentes. Plusieurs universités et instituts supérieurs
parle des différents enjeux sur l'éducation, revenus, santé, santé mentale, la justice pénale, etc. Ils font des travaux là-dessus. Quelles sont les données provenant dans votre communauté? Qui crée ces données provenant? Comment vous utilisez cela pour informer votre planification? Est-ce que ceci est consistant, actif et quel est votre engagement au fil du temps? Comment vous comprenez les données de recensement dans votre juridiction? Quelle est la recherche? Quels sont les écarts qu'il faut combler, qui ont besoin de plus des enquêtes? Quelles sont les mises à jour démographiques communautaires? Par exemple, il faut savoir quel est le profil des clients de l'agence et analyse des tendances. Est-ce qu'il y a une augmentation de certains cas? Comment vous comprenez ce que cela veut dire au niveau de votre conception de programme et votre relation avec les communautés? Alors, la collecte des données de manière appropriée, de manière responsable est importante. Il faut avoir une collecte de données fondée qui est robuste. Plusieurs agences disent, ah, ils n'ont pas des ressources pour le faire bien, mais vous pouvez échanger vos compétences, votre expertise. Vous pouvez développer un outil similaire, identifier l'expertise de quelqu'un qui est familiarisé avec la collecte des données et les techniques d'analyse. Et la conception d'une collecte robuste, des instruments d'une collecte robuste pour avoir les données nécessaires qui peuvent favoriser la prise de décision. Et, et aussi la formation personnelle là-dessus est important. Alors maintenant que vous avez vu tout cela, et vous avez pensé sur les différents, vous avez pensé des différents obstacles, vous avez pensé des données pour dynamiser le changement. Vous avez pensé de la culture de votre organisation, que votre agence est ouverte pour faire les changements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un plan, une stratégie qui est axée sur les atouts, qui s'appuie sur les données et les preuves émergentes relatives aux enfants et aux jeunes, qui est incorporée dans l'ensemble de tout ce que vous faites et vous avez un comité qui dirige tout ce changement, qui a les ressources, l'engagement qui est important. Et comme j'ai déjà dit, il faut se concentrer sur euh, 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 la sécurité culturelle de votre personnel. Centre les priorités des PANDC, travail et soutien de l'Agence, défense des droits, programme communautaire, engagement communautaire, etc. S'assure que le racisme anti-noir, le racisme anti-autochtone, l'homophobie, la discrimination de genre et la discrimination religieuse ne sont pas tolérées. L'homophobie, la discrimination sur le sexe et le fanaticisme religieux soient des priorités claires dans l'élaboration d'un programme solide pour les enfants et les jeunes. Ça, c'est le programme approprié et tous ces résultats vont faire que la vie est plus facile pour tout le monde. Et quelle est l'urgence que vous allez créer pour ce changement étant donné les impératifs existants? Quel est l'engagement? Qui va soutenir cela? Il faut avoir un leadership partagé, favorisé surtout par le leadership de l'organisme. Et
il faut avoir de la passion. Il faut avoir les plans avec les objectifs concrets. Il faut aborder la résistance et dans le contexte canadien, ça va être tellement poli, mais ça va être silencieux, ça va être, cela ne va pas être ouvert et cela ne va pas être agressif parce que ça, c'est le style. Alors, qu'est-ce que cela va impliquer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer que vous abordez tous les enjeux présents? Néné, il vous reste 10 minutes. Les déterminants sociaux de changement. Alors, il faut avoir les réseaux avec les secteurs clés qui impactent les jeunes et les enfants. Euh, Comment vous évaluez vos programmes, la résilience, centre sur la guérison, une perspective axée sur le traumatisme? Quelle est la résilience? Quelle est l'excellence que vous allez avoir dans vos programmes? La responsabilité personnelle. Qui va diriger, qui va rendre les autres responsables pour assurer que cet engagement est significatif? Comment vous allez trouver les alliés, des champions internes, les choses pour entamer le processus? Pour encourager les autres, pour donner toute une mesure d'optimisme, donc pour encourager les autres, comment vous pouvez trouver les appuis nécessaires, etc., etc. Quelques outils, quelques ressources pour aider, basées sur les données provantes, les cadres des politiques, les indicateurs, les points de référence, un plan de mise en œuvre avec vos partenaires et une matrice d'évaluation. Ça, c'est mon histoire et merci beaucoup. Je voudrais prendre vos questions en ce moment. Pour les participants, vous pouvez cliquer sur l'onglet Messages à la droite et taper votre question sous Participants. Je ne vois pas de questions. Il y a une question. Comment est le traumatisme racisé chez les étudiants? Quel est le traumatisme dans les étudiants? Comment cela apparaît? C'est comme la police qui amène les étudiants racisés à menotter pour parler avec le directeur de l'école. Les parents ne sont pas notifiés. Et si un enfant amène un repas et l'enseignant pense que ça n'a pas une bonne odeur, parce que, par exemple, ça sent à pâtes et qui ont le poudre de curry. Alors, cela veut dire que dans la salle de classe, quand les enseignants enseignent, ils expliquent l'histoire du Canada. Certains groupes
sont diminués. Ils, ils sont reliés à un événement dans un mois en particulier, mais la description de la validité du Canada est sur la culture dominante. Et ça, c'est tout le discours dominant. Tous ces facteurs peuvent faire sentir les jeunes exclus, violés et déhumanisés. Et ça, c'est quelque chose qui se passe souvent aux jeunes. J'ai une question ici. Rapinder, comment prêche, pardon, comment aborder les personnes PANDC, les personnes autochtones noires et de couleur, euh, selon Desmond Tutu, comment manger un éléphant? Alors, il faut commencer avec les petits pas. Identifier les personnes avec lesquelles vous pouvez avoir une discussion et envoyer un message que vous êtes dans le processus d'apprentissage pour transformer, pour grandir au niveau de vos bénévoles, vos partenariats, votre personnel et vous invitez la communauté au niveau de leur processus. Quand les gens voient que vous êtes engagé au changement, c'est pas juste une chose qui se passe de temps en temps, ils vont être plus disposés de s'engager et aussi raconter aux autres que vous êtes sérieux au niveau de changement. Les choses positives, nous n'avons pas d'excuses. On ne peut pas dire, oh, on ne sait pas. Il faut juste aller à Google et vous allez trouver toute une liste, tout type de renseignements sur les groupes noirs, autochtones et de couleur dans vos communautés. Vous pouvez faire votre propre recherche, parler avec votre personnel et voir qui est le plus approprié avec lesquels vous pouvez s'engager. Et vous commencez avec les petites démarches. Il y a une, comme stratégie de responsabilité, qu'en pensez-vous de quelque chose qui classifie les agences et quels sont leurs engagements aux enjeux antiracisme, anti-oppression? Cette personne est quelqu'un que possiblement je connais. Je suis d'accord. Il faut avoir la responsabilité publique. Nous avons fait plusieurs essais pour structurer tous ces éléments pour classifier. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait un cadre de responsabilité qui était parti de ce qui a informé les décisions de financement qui ont été faites au niveau des hôpitaux, des centres communautaires, au niveau de leur engagement pour travailler sur l'équité. Je sais que le United Way of Greater Toronto a eu l'exigence auparavant de engagement à diversité, équité et inclusion. Il fallait le montrer par un type d'auditoire quand ils ont fait leur sollicitude pour financement. Alors, la unité antiracisme de Toronto est en train de développer les mesures de responsabilité. C'est quelque chose d'important et je pense que cela peut aider. Est-ce qu'il y a les manières pour assurer que les gens sont plus enthousiastes sur leur besoin d'aborder la race? Qu'est-ce que ça veut dire trop enthousiaste? Si cela veut dire que les gens sont engagés, passionnés, je pense que ça c'est quelque chose de bon. Si cela veut dire que les gens se sentent mal à l'aise parce qu'ils pensent que les autres parlent trop de ces
en jeu, vous trouvez la manière de... euh, quelles seraient les manières plus positives pour s'engager? Ces thèmes sont les thèmes qui produisent une mal à l'aise. Il faut attendre la mal à l'aise. Il faut adopter la mal à l'aise, travailler avec la mal à l'aise. Mais les choses doivent être professionnelles et raisonnables. Mais il y a... OK, je vais juste voir s'il y a quelque chose d'autre. Comment nous pouvons vérifier les intérêts paternels? Oh, oh, c'est-à-dire il faut écouter les autres, et il faut résister le désir de juste défendre votre agence. L'idée de si, mais il faut éviter cela parce que depuis tellement longtemps, nous n'avons pas entendu. Alors quand on le fait, et quand nous augmentons notre appréciation sur les expériences des personnes, ça approfondit notre humilité pour construire les partenariats qui sont pas patern- qui sont pas liés à euh, bon, ce ne sont pas juste les attitudes paternalistes. Merci beaucoup à vous tous. Il y a une prochaine webinaire. Merci.